Hello tout le monde, retour à l'étagère à manga, vous connaissez le début des vidéos. Comme annoncé, cette fois on va parler d'une série dont j'ai beaucoup parlé que j'ai beaucoup évoqué sans jamais vraiment faire une vidéo dessus. Cette série, je l'avais dit, c'est MPD Psycho qui est ici, qui est un de mes mangas favoris. Donc MPD Psycho, c'est un manga en 24 tomes qui avait été édité par Pika dans la collection Senpai, dont on avait déjà parlé à 2-3 occasions. C'est un manga qui... Alors on revient aux traditions de cette chaîne. C'est un manga qui aujourd'hui est extrêmement difficile à réunir en série complète. Certains des tomes sont les mangas les plus chers que j'ai vus sur le marché de l'occasion. Notamment celui-là, là avec la Vierge, qui est le tome 19, si je ne dis pas de bêtises. 17, pardon. Oui, le 19, c'est celui qui me manque. Moi, il m'en manque un, c'est le 19. Non, c'est le... Oui, c'est ça. Le 19 me manque. Et le tome 17, 18, 19, je les vois d'occasion parfois à plusieurs centaines d'euros. Le 19, si je ne l'ai toujours pas, c'est parce que actuellement d'occasion, il est à plus de 300 euros. Donc c'est un peu cher pour un manga. Donc voilà, il m'en manque un. Et pour vous, je préviens que si à la fin de la vidéo vous êtes intéressé par cette série, ça va être un peu compliqué. C'est une série à la fois pu éditée, éditée en petit nombre quand elle l'était, parce que ça ne devait pas trop marcher commercialement, et en même temps devenu culte. Donc c'est le cocktail pour des prix complètement délirants. Et donc voilà, je préfère prévenir, on revient à des séries très rares. C'est un manga, comme je dis, qui est devenu culte, qui a été scénarisé par Eiji Otsuka, dont on avait déjà parlé plusieurs fois. Je vous renvoie aux vidéos que j'avais faites de lui, notamment sur Kurosagi. J'avais fait Kurosagi et Unlucky Young Men. Voilà, il a fait d'autres séries aussi. MPD Psycho doit être sa plus connue, donc il est scénariste, Eiji Otsuka. Et le dessinateur, c'est Shou Tajima. Les deux ensemble avaient déjà travaillé sur un autre manga qui s'appelle Madara, dans les années 90, qui est un manga dont je vais pas trop développer parce que c'est très compliqué d'en parler. C'est un projet très compliqué pour un résultat qui est pas ouf. Madara, c'est pas un manga que je vous conseillerais trop, qui est en 5 tomes, qui sont plus très trouvables non plus d'ailleurs, je crois, mais qui c'est pas du tout un grand manga. Par contre, le projet autour est très compliqué. En gros, c'était une volonté de faire un projet cross-média où il y a un jeu vidéo, un anime, un manga qui se complètent les uns les autres, qui donnent des réponses les uns vis-à-vis des autres. Et ça fait que quand vous lisez... Et en France, on a eu que le manga. Et quand vous lisez le manga, en fait, vous comprenez pas grand-chose parce qu'il vous manque des bouts entiers de l'histoire qui étaient dans l'anime, dans le jeu vidéo et ainsi de suite. Ce qui fait que, par exemple, les quatrièmes de couve de Madara donnent énormément d'infos qui ne sont pas dans le manga. Donc il faut absolument lire les quatrièmes de couve, sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà, donc ils avaient fait ça ensemble, c'était leur première collaboration. C'est ressorti chez Glénat il y a quelques années avec des nouvelles couvertures de Shou Tajima qui dessinent comme maintenant, c'est des couvertures récentes, là où les dessins, comme vous voyez, j'ai un peu feuilleté, sont plutôt old school en fait, sont vraiment tout début des années 90, c'est pas des dessins de ouf alors qu'il est devenu un dessinateur de ouf depuis. Voilà, donc ça existe, Madara, c'est vraiment l'œuvre la moins intéressante de Eiji Otsuka, la moins intéressante surtout du fait qu'en fait on ne l'a pas en entier. Quand on n'a que le manga, on n'a qu'une partie de Madara. Voilà, donc j'en parle pas trop. Malheureusement, en parlant du manga, on ne parle pas de grand chose de Madara finalement. Shou Tajima, et en France, il n'y a qu'une autre série solo de lui qui est sortie, qui s'appelle Brothers au pluriel, qui est en 3 tomes chez Glénat aussi, et qui est une espèce de shoujo sur 2 frères sentimentalement amoureux de leur sœur, entre guillemets. C'est vraiment pas terrible, ça n'a pas grand intérêt, c'est une vague histoire d'amour, voilà. C'est plus un peu sur l'éveil des sentiments chez les adolescents. Franchement, c'est pas ouf, pareil, des dessins couleurs de Shou Tajima maintenant. Donc c'est vraiment un très très grand dessinateur aujourd'hui, mais qui a eu des débuts beaucoup plus quelconques, même s'il y a quand même, on voit qu'il y avait quand même quelque chose dans la manière de mettre en scène ses dessins. Mais voilà,
pareil, Brothers, œuvre très très mineure, que je ne peux pas vous conseiller, qui n'a pas un grand intérêt, mais qui permet de voir un petit peu les débuts de Shou Tajima au dessin. Et donc, on en arrive à MPD Psycho dans les années 2000, qui est là tout de suite un beaucoup plus gros morceau. Alors, pour cette vidéo, je ne vais pas trop vous parler de l'histoire du manga de MPD Psycho, parce que l'histoire est très compliquée. Elle est tentaculaire. En fait, on utilise beaucoup ce terme tentaculaire, des œuvres tentaculaires, des œuvres mondes. En fait, c'est rarement justifié. Souvent, on le dit pour des œuvres avec beaucoup de personnages, avec une histoire assez longue, des retournements de situation. Mais en fait, là, dans MPD Psycho, on est sur un vrai tentaculaire, c'est-à-dire que c'est même très compliqué, même en ayant lu toute l'œuvre, les 24 tomes, c'est quand même compliqué de vous expliquer de quoi parle MPD Psycho, quels sont les personnages principaux, quel est l'enjeu, les thématiques. En fait, c'est une œuvre qui peut avoir autant de lectures que de lecteurs. Vous pouvez choisir d'y voir quelque chose ou non. Ça parle à la fois de troubles psychologiques, de serial killers, de clonage, de complots gouvernementaux, mais c'est aussi, ça passe du shonen au seinen. Donc le seinen, c'est le manga pour adultes. Souvent, on utilise ce terme pour les mangas un peu gore ou policiers. Voilà. Il y a des histoires beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnelles sur les liens interrelationnels. Il y a un rapport au passé, un rapport à l'héritage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on lègue soit à ses descendants au sens propre, ses enfants, soit à ses proches, soit même au monde. De quoi on va se souvenir comment on va se souvenir de nous une fois qu'on sera mort, une fois qu'on sera disparu. C'est un des grands thèmes d'Eiji Otsuka dans toutes ses œuvres. C'est un des thèmes transversaux de toute sa bibliographie, je trouve. Mais il y en a d'autres. La mort, le rapport à la mort, le rapport au cycle, qui est quelque chose de très japonais, qui a à voir avec le shintoïsme, qui a à voir avec le bouddhisme aussi, sur la réincarnation. Le fait que tout recommence, que rien ne disparaît jamais vraiment. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est dans l'œuvre d'Eiji Otsuka, il y a énormément ça. MPD Psycho traite toutes ces thématiques en même temps, parfois vraiment dans le même dialogue, dans la même réplique, le même personnage, vous aurez tous les thèmes à la fois, sans vous en rendre compte en fait. C'est très, pour le coup, c'est vraiment tentaculaire dans le sens où vous pouvez relire le manga une deuxième fois, une troisième fois, et en tirer quelque chose de complètement différent de votre première lecture. Comme vous le voyez, le dessin est assez fou. Donc, Shou Tajima a pris un gros level depuis Madara, notamment dans la manière dont il traite le noir et blanc. En fait, Eiji Otsuka, le scénariste, est un gros passionné de cinéma. Alors, le cinéma et la BD, c'est deux arts qui ont, deux formes artistiques qui ont beaucoup de liens. C'est des arts séquentiels, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont faits d'énormément de micro-ellipses. En fait, il y a une ellipse dans la BD entre chaque case, qui est une toute petite ellipse, de quelques millisecondes la plupart du temps, mais qui fait qu'il y a des micro-sauts dans le temps en permanence. Et c'est pareil dans le cinéma avec le montage. Dès que vous changez de plan, en fait, c'est une ellipse. C'est traitable comme une ellipse narrativement. Et Eiji Otsuka est un passionné de cinéma. Il a écrit des essais théoriques là-dessus. Et sur les liens entre le manga et le cinéma aussi. Malheureusement, ça n'a jamais été traduit, même pas en anglais, donc je n'ai pas pu les lire. Mais on sent son amour du cinéma dans MPD Psycho, notamment dans les paysages, dans ce traitement très noir et blanc. On a l'impression qu'il y a un soleil rasant en permanence, qu'on est à moitié aveuglé dès qu'on est dehors. Et même dans les personnages, dans les plans, gros plans, plans moyens vis-à-vis des visages, vous voyez, il y a des dessins tout le temps. Alors, excusez-moi. MPD Psycho, c'est une œuvre adulte, assez gore. Voilà, il y a des images comme ça. Donc, bon, c'est un peu trop tard pour vous avertir, mais voilà, vous voyez des décors comme ça. Ça paraît être rien, mais en fait, en termes de dessin, juste dans cette case-là, il y a pas mal de choses. Là, sur l'immeuble au second plan, il y a un traitement de la lumière, de la nuit qui est assez fou. Et c'est comme ça tout le long. L'histoire, c'est ce personnage-là, dont je ne vais pas vous donner le nom, parce qu'en fait, il a plusieurs noms. Il a énormément de noms.
qui est un inspecteur de police au départ, qui est un profiler de la police japonaise, et qui va se retrouver à enquêter sur un serial killer qui va tuer sa copine. Et l'inspecteur de police va lui tuer le serial killer pour se venger, finir en prison, et ressortir quelques années plus tard et redevenir profiler au service d'une ancienne collègue qui est devenue détective privée, qui est elle. Et en fait, ça paraît simple, dit comme ça, sauf que ça se complique direct en sachant que au moment où il tue le serial killer, il prend une autre personnalité qu'on ne lui connaissait pas, il change de nom, il dit qu'il s'appelle autrement. Et quand il ressort de prison quelques années plus tard, c'est encore une troisième personnalité qu'il affiche, où il a encore changé de nom, il n'a plus le même caractère, il n'a plus le même vécu, il n'a plus les souvenirs de ce qui s'est passé. Il n'a pas l'air de mentir. Et donc déjà, il y a quelque chose avec les personnalités multiples. Ensuite, pendant les quelques premiers mangas, il va enquêter sur des meurtres de serial killers, de différentes affaires qui au départ ne semblent pas vraiment liées les unes avec les autres. Sauf que très vite, ils vont se rendre compte que tous les serial killers qu'ils arrêtent ont tatoué dans l'œil un code barre qui semble les renvoyer à la banque de... je ne sais plus comment c'est, la banque de dons d'organes, quelque chose comme ça, enfin un organisme a priori gouvernemental, pas spécialement lié au serial killer. Et en fait, ce code barre dans l'œil, qu'ils sont tous, et je vais essayer de vous trouver une image, je sais qu'à la fin du premier, je crois, ça se termine sur une image. Voilà. Hop, vous voyez, il montre que lui aussi a un code barre dans l'œil, il ne sait pas d'où ça vient. Et ils ont tous ça. Et en fait, petit à petit, se développe tout un tas d'intrigues. On comprend qu'il y a en fait une espèce de complot gouvernemental, on ne sait pas qui vise vraiment à quoi, mais des gens très très haut placés ont l'air impliqués là-dedans. Il y a du clonage, il y a des labos secrets. On comprend, pendant très longtemps, on ne comprend pas du tout le fin mot de pourquoi il y a tout ce complot, quel est le but recherché par ceux qui organisent ça. Mais le lien entre tous les membres de ce complot, de près ou de loin, c'est qu'ils ont ce tatouage dans l'œil, ils ont un code barre qui est différent à chaque fois, mais qui ne renvoie à rien de précis. Et en fait, il se développe au fur et à mesure du manga un feeling que j'ai retrouvé récemment dans les films de la série John Wick. Si vous voyez ce que c'est, ces films avec Keanu Reeves, où Keanu Reeves joue un tueur à gages. Et au fur et à mesure des films, en fait, dans le premier, c'est un tueur à gages qui se bat contre des mafieux. Et petit à petit, au fur et à mesure des films, on se rend compte, on a l'impression que le monde entier, en fait, est secrètement fait de tueurs à gages ou de mafieux, de criminels, qu'il y a une espèce de monde secret de la criminalité qui évolue en parallèle à notre réalité à nous, à notre réalité quotidienne. Sauf que petit à petit, on a l'impression que ce monde secret, en fait, tout le monde y participe. Tout le monde est un membre, tout le monde a une double identité, a son identité quotidienne et son identité du monde secret. Et là, c'est un peu pareil dans MPD Psycho, où on a petit à petit l'impression qu'en fait, tout le monde a un code barre dans l'œil. À chaque fois qu'on rencontre un nouveau personnage, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne peut pas lui faire confiance parce que lui aussi a le code barre, que lui aussi a frayé avec ce complot, peut-être parfois sans le savoir. Hein. Il y a plein de gens qui ont le code barre et qui ne savent pas qu'ils ont le code barre, ou qui le savent, mais qui ne savent pas d'où ça vient. Il y en a, au contraire, qui semblent en savoir beaucoup plus qu'ils ne le disent. Lui, par exemple, qui au départ, il semble juste être un petit journaliste qui s'intéresse aux faits divers, il a le code barre, et lui, pour le coup, il semble être en relation avec des gens très haut placés, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, il y a ce truc où, en fait, finalement, plus ça avance, plus on a l'impression que le complot implique l'entièreté des personnages, l'entièreté de la société même quasiment. Et il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est que finalement dans tout le récit, il ne reste au bout d'un moment qu'un seul personnage qui n'a pas le code barre, qui est pas du tout le héros, qui est un flic, un ancien collègue du héros, qui est un flic un peu lambda, et qui va devenir la seule encre de normalité dans le récit, le seul qui n'a rien à voir avec ce complot, qui ne comprend rien à ce qui se passe, là où tous les autres sont dans des affaires ultra compliquées, ou qui comme je vous disais, qui traitent de thématiques très très diverses, très multiples surtout. Et lui ne comprend rien et à la ramasse complet. Et paradoxalement, ça en fait le personnage le plus proche du lecteur, en fait. C'est un peu le guide du lecteur, ce personnage. J'essaye de vous le trouver depuis tout à l'heure, mais c'est un manga, comme je dis, tentaculaire. C'est très très dur de comprendre, là, en tournant les pages.
vous voyez des personnages ultra différents qui sont tous assez importants, mais qui sont... vous voyez, on change de lieu tout le temps. Ça doit vous donner une impression labyrinthique, là, ce que je tourne depuis tout à l'heure. Et ça l'est. C'est un manga labyrinthique. Labyrinthique, mais assez obsédant, avec des images hantantes qui vont vous rester en tête, avec des retournements de situation. Il y a deux grosses périodes dans le manga. Il y a un moment de rupture à un moment, qui est cet événement qui se passe dans un avion. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails du scénario parce qu'en fait, c'est trop complexe. Ça vous raconter l'histoire de manière un peu... désolé, hein, enfin désolé, c'est pas très choquant ce qu'on vient de voir, mais c'est encore une fois un manga adulte. Mais il y a un crash d'avion à un moment, et je vous raconte pas en détail parce qu'en fait c'est vraiment trop, ça me prendrait une vidéo d'1 heure pour vous raconter l'histoire de MPD Psycho, et des plans comme ça qui sont assez fous quand même. L'histoire est vraiment trop complexe pour être racontée, et surtout je ne pourrais le faire que mal. Il n'y a que le manga tel qu'il est, les 24 tomes, qui peuvent vous raconter bien l'histoire dans ses détails, dans ses méandres. Si je vous la résumais, vous ne la comprendriez pas en fait. Même si je mettais tous les éléments, c'est incompréhensible sous quelque autre forme que ce soit que le manga tel qu'Eiji Otsuka, le scénariste, et Shou Tajima, le dessinateur, l'ont imaginé. Et donc oui, comme je disais, il y a un élément, un peu un tournant dans le manga qui est ce crash d'avion, après lequel beaucoup de choses vont changer, notamment le physique des personnages, qui, encore une fois, je dis le physique, presque l'enveloppe corporelle, dans le sens où, comme ça parle beaucoup de personnalités multiples et de clonage, certains personnages, en fait, vont complètement changer d'enveloppe corporelle, on va dire, mais ça reste les mêmes personnages, avec le même caractère, le même passé, la même identité, plus ou moins. Ça pose encore une fois les questions sur qu'est-ce qui fait vraiment la singularité d'une personne, qu'est-ce qui fait son identité. Est-ce que c'est sa mémoire? Est-ce que c'est son empreinte biologique? Est-ce que dès qu'on change de corps, on n'est plus la même personne? Ça fait partie des nombreuses questions traitées par MPD Psycho. C'est un manga qui a eu un certain succès, qui a été adapté en film par Eiji Otsuka lui-même, qui a participé à la réalisation, et par Takashi Miike, qui est un réalisateur bien connu au Japon et qui fait des films bien barrés. MPD Psycho en est un. C'est une bonne adaptation, alors qui couvre pas du tout l'entièreté du manga. Je tourne les pages très vite, parfois je tombe sur des trucs qu'il ne faut pas montrer sur YouTube, sous peine que la vidéo disparaisse. Mais ouais, donc le film existe, il est très chouette. Il est en trois parties, mais ça ne couvre qu'une part, marginale du manga. Voilà, c'est lui le flic qui reste. C'est le seul personnage normal, en fait, lui. C'est le seul qui n'a pas de code barre. J'exagère un peu en disant c'est le seul, mais à peine. Et qui devient un peu finalement, pas le héros, mais qui devient le personnage qu'on suit le plus, en fait. Les décors sont vraiment fabuleux. Hein. Là, des prises comme ça, je trouve ça incroyable en termes de dessin. Là, et ce personnage-là est ultra charismatique aussi, ce gamin. Je préfère pas vous donner les noms et tout, parce que ça vous donne trop de clés sur ce qui se passe dans le manga, sur qui est qui. Il y a une grosse part de l'intrigue tourne autour d'un chanteur des années 70 qui s'appelait Ruby Monostone et qui semble être au cœur du complot en question. Voilà, j'en dis pas plus. Ruby Monostone, c'est un nom très connu pour Lucy Monostone, je sais pas pourquoi je dis Ruby. Lucy Monostone, pardon. Et qui a un nom... ouais, voilà, c'est le nom central presque de MPD Psycho au final. Donc c'est un manga dont il est très difficile de parler, c'est pour ça que j'ai tant tardé à faire les vidéos, et puis aussi parce que comme il est un peu culte, je me disais bon, vous connaissez déjà, et finalement il est un peu tombé dans l'oubli. Enfin, pas tombé dans l'oubli, mais il est passé en manga culte, mais pas très connu finalement. Pas du plus grand nombre en tout cas. Très dur à trouver aujourd'hui, l'édition est superbe. Les livres sont tout petits, ils sont très fins sur l'étagère, alors qu'il y a le même nombre de pages que d'habitude, hein, c'est du 200 pages, mais c'est des pages en papier glacé qui sont beaucoup plus fines en fait que d'habitude. Il y a des espèces de pages de garde en papier calque, je ne sais pas si vous voyez bien, qui ouvrent sur les quelques illustrations de couleurs au début de chaque tome. Le dessin de Shou Tajima est au top du top, c'est le top de sa carrière, comme je vous dis, et comme vous voyez depuis tout à l'heure, je pense. Le scénario est fabuleux.
Vraiment, c'est à la fois très dur d'en parler. Je pense que cette vidéo va avoir du mal à vous donner envie de vous y mettre. Et en même temps, c'est une œuvre d'une complexité, d'une richesse qui vous récompense énormément. Et qui, en plus, n'est pas chiante. Depuis tout à l'heure, vous voyez, il y a beaucoup d'action. En fait, il y a un gros côté action policière, enquête, qui fait que le manga est en fait très divertissant. Là, je vous dis que c'est ultra compliqué, que c'est tentaculaire, c'est vrai. Mais par contre, la lecture elle-même, c'est une récompense immédiate. C'est-à-dire que vous passez un super moment à lire MPD Psycho, vous êtes pris dans l'enquête, dans les retournements de situation, il y a des wow effects, comme on dit, en permanence. C'est le sommet de la carrière d'Eiji Otsuka en termes de scénario, de Shou Tajima en termes de dessin. Et les deux ensemble ont fait une œuvre magistrale. Moi, c'est un des grands mangas que j'ai lu, qui est pas complexe à aborder. En réalité, comme je vous dis, hein, vous vous lancez dans la lecture, vous allez être pris direct, mais direct, hein, dès le premier tome, il se passe des trucs tout de suite, et c'est des trucs qui vous donnent tout de suite envie d'avoir la suite. C'est très dur d'arrêter la lecture d'MPD Psycho, vous allez vous enchaîner les 24 tomes très rapidement, et en même temps, vous pouvez ensuite, après votre lecture, vous pouvez passer des mois et des mois à réanalyser tout ce que vous avez lu, à essayer de comprendre les liens entre tel et tel personnage, à vous dire, mais en fait, tel arc du manga évoque telle thématique, finalement. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas simplement sur la mort, c'est en fait sur l'identité, sur ceci, sur cela. Les personnages sont ultra charismatiques, ultra attachants, et c'est très gore, c'est très adulte, mais c'est pas... il y a une vraie morale. En fait, il y a vraiment, fondamentalement, il y a une thématique de bien contre le mal, quoi, de chercher à rendre la société meilleure et de s'opposer à ceux qui poursuivent des buts égoïstes, qui se trouvent être en bonne partie le gouvernement, mais pas que. C'est très compliqué, encore une fois, qui sont les méchants, qui sont les gentils. Ça fait aussi partie des thématiques... de toute façon, quasiment tout fait partie des thématiques d'MPD Psycho. Vous pouvez avoir une lecture de l'œuvre viable, avec un prisme, vous pouvez passer par n'importe quel filtre thématique et trouver des échos dans MPD Psycho. Voilà, c'est une vidéo un peu foutraque, mais parce que l'œuvre est vraiment très difficile à analyser. Il y a trop de choses, enfin pas trop de choses, mais il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas vous limiter à 20 minutes de vidéo comme je le fais pour expliquer de quoi il en retourne vraiment dans MPD Psycho. Les dessins sont fous, hein. Vraiment incroyable dessinateur Shou Tajima qui a pris son envol là, quoi. Avant, c'était un peu moins intéressant, mais là, vous voyez des dessins comme ça. Là, on est sur du grand manga, de la grande BD, et du grand récit policier, et du grand récit conspirationniste dans l'héritage d'X-Files en termes d'influence. X-Files a vachement lancé ce genre de récit avec du complot mondial, avec du retournement de situation, avec cette idée de plus en plus de gens semblent être impliqués dans un truc où on ne peut faire confiance à personne. Il y a vachement ce truc-là aussi, hein. Voilà. J'espère que j'ai quand même réussi à vous donner un petit peu envie de vous pencher sur MPD Psycho. Donc 24 tomes, dont une bonne partie complètement introuvable ou à des prix absolument délirants. Moi, il me manque le 19, hein, comme je disais. Et voilà. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire si la vidéo était quand même compréhensible et agréable. Elle est un peu longue, je suis désolé. On se retrouve bientôt pour une vidéo plus courte et sur un manga moins tentaculaire, sûrement. Je ne sais pas encore lequel, mais peut-être l'un de ceux-là. Et je vous laisse avec, évidemment, Fantine. Ciao, bon dimanche à tout le monde.